Alors, on va reprendre donc avec Ferdinand Perrault, que je présente tout de suite. Donc, Ferdinand est à terre à l'UVM cette année. Il est en tête depuis 2022 sous la direction de Christophe Bouffon. Le titre de sa thèse, c'est Hegel et la socialité de la raison, deux points entre universalisme et contextualisme. Et donc, son projet se focalise sur les tensions entre l'universalisme et le contextualisme dans la conception hegelienne de la raison, notamment au prisme de ses réactualisations au sein du néopragmatisme américain contemporain. Donc, avec des auteurs comme Rorty, Brandom ou McDowell. Et Ferdinand a co-organisé les séminaires doctorants à Bordeaux, Corrélation et naturalisme, avec David qu'on a entendu et avec Florian Moulard et co-dirigé avec les mêmes compères le volume Corrélation de points la querelle du réalisme dans la philosophie contemporaine qui est paru en décembre 2025 chez Vrin. Et tout récemment, tu as publié un article sur Brandom intitulé L'autonomie de la raison chez Robert Brandom, un retour à l'idéalisme hegelien, point d'interrogation. Et on va t'écouter sur une intervention qui s'appelle De Hegel au néopragmatisme, enjeux et problèmes de la Hegel-Renaissance contemporaine. Donc, on t'écoute jusqu'à 56. Alors merci beaucoup, merci donc José et Babette pour l'organisation de cette journée. Je suis très content de pouvoir rencontrer les nouveaux doctorants. Donc c'est chouette et donc je vais ici faire quelque chose que j'ai jamais encore fait, à savoir donc essayer de présenter dans les grandes lignes la totalité de ma thèse de la manière la plus claire et succincte possible malgré la difficulté, la complexité et l'étendue des corpus sur lesquels elle porte. Donc, depuis une trentaine d'années, Hegel fait l'objet d'un regain d'attention dû en grande partie aux réappropriations néopragmatistes de sa pensée chez des penseurs de ce que l'on appelle aujourd'hui l'école de Pittsburgh, et dont les représentants majeurs sont Wilfrid Sellars, Richard Rorty, John McDowell et Robert Random. La raison de cette Hegel-renaissance, à la fois contemporaine, américaine et analytique, puisque tous les penseurs de Pittsburgh proviennent du cadre analytique de pensée, hein, la raison de cette Hegel-renaissance réside selon moi dans le projet commun à Hegel et au néopragmatisme d'une défense combinée aussi bien de l'autonomie absolue de la raison que de son ancrage social. Il s'agit pour Hegel, comme pour les néopragmatistes, de penser en même temps, et de manière, il faut l'avouer, en apparence contradictoire, hein, les deux idées d'une autonomie absolue de la raison et d'un ancrage social et historique de la raison. Dans ce qui suit, je vais donc me proposer un défi, exposer à la fois la parenté et les divergences fondamentales entre les projets philosophiques de Hegel et celui des néopragmatistes, en partant de cette combinaison apparemment oxymorique d'autonomie absolue et de relativité sociale et historique de la rationalité. Je vais donc dans un premier temps exposer dans les grandes lignes la conception hegelienne de la raison, pour ensuite montrer dans un deuxième temps comment, chez les néopragmatistes, les prétentions à l'universalité et à l'autonomie dont la raison était porteuse chez Hegel sont privées de leurs assises ontologiques et sont reconstruites à partir des pratiques sociales concrètes de communication d'une communauté humaine donnée. Alors, dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, Hegel affirme que le principe de l'indépendance de la raison est désormais à regarder comme principe universel de la philosophie. Alors que la raison soit absolument indépendante et autonome, au niveau théorique comme au niveau pratique, ça signifie que rien ne peut légiférer sur la raison si ce n'est elle-même. Que la raison ne suit que les normes qu'elle reconnaît et produit à partir d'elle-même, hein, qu'il s'agisse de normes théoriques ou de normes pratiques. Autrement dit, la raison n'est pas soumise à une autorité extérieure, un dogme, une tradition ou même un donné empirique. Et la conséquence de cette autonomie absolue de la raison est pour Hegel radicale parce qu'elle signifie qu'au fond, la raison n'a pas d'autre, qu'elle n'a pas véritablement de dehors. C'est là le sens de la célèbre formule de Hegel, hein, ce qui est rationnel est effectif, ce qui est effectif est rationnel. La raison s'identifie directement à la multiplicité même de l'effectivité. Ainsi, la thèse d'une autonomie absolue de la raison, l'équation entre raison et liberté, signifie-t-elle au fond l'identité de l'être et de la pensée, c'est-à-dire qu'elle implique une deuxième équation, cette fois entre la raison et le monde. Que la raison soit donc identifiée à la liberté exige chez Hegel qu'elle soit également identifiée au monde, au sens où le monde ne doit pas constituer un autre radical venant limiter de l'extérieur la raison. On a maintenant donc une idée globale du projet philosophique de l'hegélianisme, hein. Pour que la raison soit absolument autonome, il faut qu'elle soit à la fois objective et subjective. Mais on ne sait encore rien de la manière dont ça va se réaliser chez Hegel. Et pour comprendre ça, il faut comprendre comment Hegel articule entre elles trois thèses que les néopragmatistes vont tous reprendre à leur compte. Ces trois thèses donc sont premièrement le holisme ontologique, deuxièmement la critique du donné sensible, et troisièmement le caractère social de la raison. Alors première thèse, donc le holisme ontologique, c'est la thèse que défend la science de la logique, hein, et c'est la thèse centrale de l'ontologie hegelienne, sa thèse fondamentale. Cette thèse est extrêmement simple au fond, hein.
Elle consiste à dire que toute chose n'est ce qu'elle est, n'est déterminée comme étant telle ou telle, qu'en vertu des relations négatives et contrastives qu'elle entretient aux autres choses. La thèse ontologique fondamentale de Hegel, c'est donc que la détermination d'une chose n'est intelligible que comme négation. Être déterminé comme étant ceci, c'est implicitement être déterminé comme n'étant pas cela. L'idée est que toute chose, parce qu'elle est déterminée, est toujours déjà en relation négative avec ce qui l'entoure. La détermination d'une chose est donc une négation, parce qu'elle exprime tout autant ce qu'est la chose, finie, blanche, cubique, sucrée, etc., que ce qu'elle n'est pas, non infinie, non ronde, non jaune, non salée, bref, c'est du sucre. Alors, le holisme fondamental de Hegel, c'est donc l'idée selon laquelle tout ce qui est déterminé de manière relationnelle, parce que toute détermination est négation. Or, et là j'entre pas dans le détail technique chez Hegel des différences entre les concepts de raison, de concept et d'idée absolue, mais on peut dire de manière globale que ce réseau relationnel de la négation qui détermine toute chose, qui est en quelque sorte le ciment des choses, Hegel l'identifie précisément à la raison. Chez Hegel, la raison, slash concept ou idée absolue, désigne précisément cette structure relationnelle totalisante et unifiante qui fait se tenir ensemble les choses. Et c'est ce qu'affirme Hegel de manière univoque dans un texte de Jeunesse, c'est la relation du scepticisme et la philosophie, où Hegel dit littéralement le rationnel est la relation même. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que concevoir la rationalité à partir de l'idée de relationnalité, ça implique de dépasser le dualisme du sujet et de l'objet, à partir duquel on conçoit d'ordinaire la raison comme une faculté subjective. Pourquoi? Parce que la raison n'est plus la faculté d'un sujet pensant faisant face à un monde d'objets ou de choses en soi. Puisque faire face à est une manière d'entrer en relation, et donc désigne une manifestation spécifique de l'omniprésence de relationnalité qui détermine toute chose, et donc du rationnel. Et la raison subjective, la raison au sens subjectif chez Hegel désignera la posture d'une conscience subjective qui justement se pose et entre en relation à la réalité comme étant justement, comme n'étant plus un autre justement. Alors, le système hegelien consiste alors à hiérarchiser les différents degrés de réalisation de la raison dans le monde, c'est-à-dire à penser toutes les manières de relationner qui structurent le réel. Mais quel est le critère de cette hiérarchie? Alors, c'est pas comme chez Deleuze slash David, le degré d'intensité qui structure la grande chaîne de l'être. Chez Hegel, c'est le degré d'explicitation de la relation dans chacun des termes mis en relation. L'idée, c'est que plus le caractère relationnel est explicite et manifeste au sein même des termes mis en relation, plus la structure est rationnelle et réalise objectivement la raison. Par exemple, mon stylo est déterminé par toutes les relations qu'il peut entretenir à la feuille de papier, à la conférence que j'écris, etc. Mais ces relations ne sont pas manifestes lorsque je considère le stylo pour lui-même. Elles le constituent à la fois partiellement et implicitement. En revanche, lorsque j'observe mon chat, les relations qu'il entretient à son milieu sont davantage manifestes à travers son comportement. Il chasse, il mange, il fuit les invités, il regarde dans le vide pendant 12 heures, bref. Un organisme vivant manifeste plus explicitement qu'un stylo le nœud de relation qui le constitue. Bon, ben, c'est un peu ça l'idée du système hegelien, c'est que les relations qu'entretiennent les objets entre eux dans le monde naturel, mécanique, physique, chimique, organique, ou encore les relations sociales puis juridiques, bon, les relations cognitives qu'entretiennent les organismes à leur environnement, ou encore les relations sociales, juridiques, morales qu'entretiennent les sujets entre eux, toutes ces relations, toutes ces structures relationnelles désignent pour Hegel des degrés de manifestation, d'explicitation de la raison dans le monde et entrent elles-mêmes en relation au sein du système rationnel et relationnel qu'est la réalité pour Hegel, et qu'explicite le système hegelien, qui est en quelque sorte la relation de toutes les relations. Et c'est dans ce contexte précis qu'il faut comprendre les deux autres thèses qui vont nous intéresser chez Hegel, à savoir le caractère rationnel de l'expérience sensible et l'ancrage social de la rationalité subjective. Alors, je passe très rapidement sur ces thèses, mais en gros, euh, ouais. Mais en gros, contrairement à tout un pan de la tradition philosophique, Hegel conçoit le donné sensible comme étant intrinsèquement rationnel dans son contenu même, en vertu du caractère relationnel du contenu de toute sensation. Pour Hegel, donc, si l'expérience sensible est bel et bien à l'origine de toutes nos connaissances, c'est un point qui concède à l'empirisme, c'est une erreur de croire, comme l'empirisme, qu'elle n'est pas intrinsèquement conceptuelle, cette expérience sensible, c'est-à-dire rationnelle. La sensation, dans sa texture phénoménologique la plus immédiate, a un contenu relationnel. Tout donné sensible est un réseau de relations négatives qui conditionne son identification comme tel ou tel contenu sensible singulier. Hegel modifie donc le statut ontologique qu'on accorde à la sensation en soulignant qu'elle n'est pas ce qui s'oppose à la rationalité, elle n'est pas l'autre du concept ou de la raison, mais elle est une autre manière pour la relationnalité universelle, que Hegel appelle la raison, de se manifester. Dans le cas de l'expérience sensible, cette relationnalité universelle s'exprime au cœur
des sources les plus naturelles de la cognition humaine et animale. Enfin, la troisième thèse, sans doute la plus révolutionnaire, hein, Hegel donc souligne Hegel souligne que les capacités cognitives et pratiques qui permettent à l'individu d'acquérir la rationalité, hein, définie en un sens subjectif cette fois, ces capacités ne s'acquièrent qu'au sein de relations sociales de reconnaissance. L'idée chez Hegel est qu'en gros, la conscience ne peut s'approprier rationnellement le monde, dans la connaissance et l'agir, qu'à partir et au sein de relations sociales de reconnaissance dans lesquelles s'édifie pour les consciences rationnelles qui se reconnaissent un monde commun de signification, d'expériences et de normes théoriques et pratiques communes. Autrement dit, pour Hegel, on ne peut être rationnel qu'en groupe, hein. L'idée même d'un individu atomique et intrinsèquement rationnel n'a pas de sens. Car les normes rationnelles théoriques et pratiques qui régissent notre rapport au monde et à nous-mêmes sont toujours déjà prises dans des réseaux d'interaction et de reconnaissance, dans des contextes sociaux et historiques, ce que Hegel appelle l'esprit objectif. Bon, alors il faut donc bien distinguer chez Hegel les deux concepts, hein, ontologique et épistémologique, objectif et subjectif de la raison. Hegel conçoit la raison au sens des capacités cognitives et pratiques du sujet comme socialement conditionnées, et donc relatives à son contexte social et historique d'émergence. C'est la thèse 3, la thèse de la socialité de la raison. Mais il le fait à partir d'une conception générale qui fait des multiples relations sociales, institutionnelles et politiques les manifestations d'une rationalité objective et absolue, comprise dans un sens ontologique comme la relationnalité universelle qui structure toute réalité à différents degrés. Donc si Hegel socialise la raison subjective, c'est parce qu'il rationalise la société elle-même. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la manière dont ces trois thèses vont être réactivées presque à l'identique dans la pensée néopragmatiste, mais dans un esprit totalement différent. Ce qui est fascinant, c'est que, comme on va le voir, de Hegel au néopragmatisme, les thèses sont identiques, mais la pensée est différente. Alors je vais d'abord présenter rapidement le néopragmatisme avant de montrer comment ce courant, lui aussi, réactive l'autonomie de la raison et sa contextualisation sociale, et en articulant les trois thèses qu'on vient de voir chez Hegel. Alors le néopragmatisme, c'est un courant de pensée qui, à la suite de Richard Rorty, a favorisé le renouveau de certaines conceptions du pragmatisme classique, hein, notamment la thèse d'un primat de l'agir sur la connaissance et la thèse du caractère social des normes de la rationalité, à la faveur des développements par lesquels la philosophie analytique du langage a été conduite à critiquer ses propres présupposés empiristes et atomistes. Donc le néopragmatiste est, si l'on veut, un courant analytique dissident. Il s'agit d'une critique interne, depuis les armes de la philosophie analytique, des présupposés qui structurent la tradition analytique à son origine. Et donc pour comprendre ça, il faut comprendre la critique qu'a opérée Wilfried Sellars de l'empirisme et la défense par Cohen et Davidson d'un holisme sémantique. Alors je vais présenter rapidement ces deux thèses. La critique sellarsienne de l'empirisme consiste à dire que l'empirisme conçoit le sensible de manière inconséquente. Pourquoi? Parce qu'il conçoit le sensible comme étant à la fois extérieur à toute conceptualité, il fait office de tribunal impartial de nos croyances et de nos théories, et en même temps comme pouvant fonder nos croyances et des croyances conceptuellement articulées, c'est-à-dire que l'expérience justifie nos théories. Or, ce que n'aperçoit pas l'empiriste, pour Sellars, c'est que ou bien le donné sensible est de l'ordre du disciple, est conceptuellement articulé et il peut alors justifier notre croyance, mais à ce moment-là, il n'est plus un donné extérieur à la pensée parce qu'il est toujours déjà conceptualisé, hein, il est toujours déjà apprêté pour la pensée conceptuelle et le raisonnement. Ou bien le donné sensible est indicible dans sa texture qualitative et phénoménale, est une pure présence nue extra-conceptuelle, et alors il n'a rien à nous dire. Un donné sans concept est dénué de sens et ne peut justifier le moindre jugement, hein. Les intuitions sans concept sont aveugles. On retrouve en fait ici un lointain descendant de la critique hegelienne de la certitude sensible, parce que comme chez Hegel, cette critique consiste à remettre en cause l'idée classique selon laquelle le sensible n'est pas conceptuellement structuré. Au contraire, si le sensible a un sens, c'est parce qu'il est déjà chargé de théorie et de concepts. Et c'est d'ailleurs une variante de la critique plus générale qu'exerce Hegel contre la chose en soi, hein. Ou bien la chose en soi est véritablement extérieure et n'a aucune signification, donc n'a pas de sens et n'est pas même pensable comme chose en soi, ou bien elle a une signification et est intérieure à une figure de la conscience, posée par elle, et n'est donc pas une pure chose en soi. Alors, la défense du holisme sémantique se résume quant à elle dans la destruction qu'ont opéré Quine et Davidson de la distinction entre les significations et les croyances. L'idée, c'est qu'il est strictement impossible de distinguer un changement de croyance d'un changement de signification. Par exemple, pour un Perse de l'Antiquité, le soleil était un dieu. Pour nous, c'est une boule de feu qui brûle dans le vide. S'agit-il d'un changement de croyance ou d'un changement de signification? Est-ce que c'est la signification du terme de soleil qui a changé ou est-ce que c'est nos croyances à propos du soleil qui ont changé? L'idée de Quine et de Davidson, c'est que cette question est un non-sens. Il est strictement impossible d'y répondre. Tout simplement parce que nos significations, nos concepts, ne sont eux-mêmes rien d'autre que des croyances cristallisées.
Il est donc absolument impossible d'isoler des vérités de fait et des vérités de signification. Impossible de tracer une frontière nette entre énoncé analytique d'un côté et énoncé synthétique. Énoncé vrai en fonction de la signification des termes, énoncé vrai en fonction de l'état du monde. Toute définition spécifiant ce que signifient les mots de notre langue dépend de la totalité de nos croyances. Toute définition porte en elle une ontologie et des croyances empiriques. Et toute croyance peut servir à définir un terme du langage. Par exemple, la signification du concept d'ADN présuppose la validité de tout un pan de la théorie biologique contemporaine. Bref, il est impossible d'isoler le savoir de notre langue et le savoir du monde, ce qui a pour effet de rendre inséparables les questions d'ordre ontologique et les questions d'ordre sémantique. Et ça porte en réalité un coup fatal à l'idée classique selon laquelle il existerait des pensées pures, des pures déterminations de pensée, ou des significations pures sur la base desquelles on pourrait distinguer des vérités analytiques et synthétiques, euh, établir des vérités purement conceptuelles et les distinguer des vérités empiriques. Alors, combiner ensemble, donc, la critique sélartienne de l'empirisme et le holisme sémantique implique que tout donné empirique est conceptuellement structuré, ça c'est la thèse sélartienne, et que, en même temps, toute signification conceptuelle est empiriquement chargée, c'est-à-dire saturée de croyances implicites à propos du monde. Ça c'est la thèse de Quine et Davidson. Et la conséquence que tirent Rorty et Bandom de cette double critique, c'est un antifondationalisme radical, pour lequel les catégories fondamentales qui structurent notre compréhension de la réalité ne nous sont pas dictées par la réalité, qu'elle soit sensible ou intelligible, mais sont socialement constituées, sont les produits de pratiques sociales de justification, pratiques relatives à des contextes historiques et culturels contingents. Alors chez Rorty, cet ancrage social de nos normes épistémiques implique un faillibilisme fondamental, c'est-à-dire l'impossibilité des fondements ultimes et définitifs. Il n'y a aucun moyen de fonder définitivement la connaissance, que ce soit sur un donné empirique ou sur des principes a priori purement conceptuels. D'où l'autonomie totale, justement, de nos normes de rationalité. Chez Rorty, ça implique également un ethnocentrisme. L'idée que nous n'avons plus rien à quoi nous raccrocher qui permettrait de juger de l'extérieur ou depuis un point de vue transcendant notre connaissance, plus rien qui nous permette de la juger hors de l'immanence de notre perspective d'action. Il n'existe pas de matrice neutre et définitive à partir de laquelle on pourrait évaluer notre connaissance. Donc faillibilisme et ethnocentrisme chez Rorty. Alors, ce socialisme épistémologique, on pourrait l'appeler comme ça, hein, Robert Brandom l'a systématisé à un niveau supérieur. Brandom développe un concept intersubjectiviste de raison qui identifie littéralement la rationalité à la capacité de justifier ses croyances et ses actions en donnant des raisons pour ce que l'on croit et pour ce que l'on fait. Être rationnel, c'est donner des raisons. Mais surtout, cette conception socialisée de la raison s'appuie sur un holisme sémantique qui définit le sens d'un concept non plus à partir de la relation du concept au monde, c'est-à-dire de la référence, mais bien à partir des réseaux d'inférence qui le lient à d'autres concepts au sein de nos pratiques conceptuelles, au sein de nos pratiques communicationnelles. Par exemple, le concept de chaise est défini par l'ensemble du réseau inférentiel qui relie ce concept à d'autres concepts et à des pratiques définies. Une chaise est un objet, c'est pas un bureau, il est possible de s'y asseoir, etc. Bref. Et enfin, ces liens inférentiels qui définissent les contenus conceptuels, chez Bandom, sont institués dans l'ensemble des relations de reconnaissance sociale par lesquelles les sujets s'attribuent des croyances et des actes et instituent dans la communication le sens de ces croyances et de ces actes. De sorte que la rationalité, la capacité que nous avons de penser par concept, repose entièrement chez Bandom sur des pratiques de reconnaissance intersubjective ancrées dans l'histoire de nos sociétés. Oui, je termine. Alors, pour finir, on peut donc observer que le néopragmatisme défend des thèses tout à fait similaires aux thèses hegéliennes, mais dans un ordre inverse. En fait, le néopragmatisme peut être vu comme une variante spécifiquement analytique et pragmatiste d'hégélianisme de gauche, un hégélianisme inversé. En formulant la thèse d'une socialité de la raison subjective, Hegel fut le premier à faire de la raison le produit non miraculeux des interactions historiquement situées d'organismes qui se reconnaissent réciproquement et acquièrent par là une vie spirituelle. Fut le premier à situer la raison dans ses contextes à la fois naturels, sociaux et historiques d'émergence. Mais la thèse du holisme ontologique et rationaliste que défend la science de la logique empêche d'accomplir pleinement ce mouvement. Pourquoi? Parce que c'est en définitive la nature et l'histoire des sociétés humaines qui sont des moments de la réalisation concrète de la raison absolue dans le monde et non l'inverse. Les diverses strates de la réalité naturelle, inorganique, organique, psychologique, puis les institutions normatives et sociales de la reconnaissance dans toutes leurs déclinaisons juridiques, morales, familiales, économiques, etc., sont considérées comme autant de degrés hiérarchisés de l'expression ou de la réalisation intramondaine de la raison spéculative. Les néopragmatistes sont donc des hégéliens qui ont pris la mesure de la portée réellement subversive de l'historicité et de la naturalité pour la raison humaine.
Il garde le holisme logique, mais il le subordonne à la naturalité et à l'historicité de l'esprit objectif, ou de l'esprit social. Si chez Hegel, le holisme conceptuel, compris en un sens à la fois sémantique et ontologique, fonde la critique du donné et la défense d'une socialité de la raison, c'est donc l'inverse qui se produit chez les néopragmatistes. Le caractère normatif et social de la raison fonde la critique du mythe du donné et le holisme conceptuel. Et le projet néopragmatiste consiste donc à faire de la raison un produit contingent de l'histoire dans ce qu'elle a de naturel et de la nature dans ce qu'elle a d'historique. En un mot, le néopragmatisme est ce que peut devenir l'hégélianisme une fois que l'on a reconnu que la nature elle-même a une histoire et que l'histoire des sociétés humaines est elle aussi un produit naturel. Bref, le néopragmatisme est ce qu'il reste de Hegel après la révolution darwinienne et l'apparition de la pensée évolutionniste. En effet, Dewey et Mead considéraient le pragmatisme comme le résultat de l'adoption du mode de pensée darwinien et évolutionniste en philosophie. Ce que disait Dewey, c'est que la connaissance n'est pas quelque chose de séparé et d'autonome, elle fait partie intégrante du processus par lequel la vie persiste et croît. Dans une perspective évolutionniste, donc inspirée de Darwin, les pragmatistes ont donc développé une conception écologique de la raison, comme ensemble de pratiques normatives et sociales formant un écosystème et ayant été sélectionnées en vertu de leur valeur adaptative au sein d'un environnement donné. Le naturalisme dont se revendique le pragmatisme, et donc le néopragmatisme aussi, implique donc de faire de la raison le produit contingent du mécanisme de la descendance avec modification par sélection naturelle. Autrement dit, l'histoire dialectique de l'autoréalisation rationnelle de la raison doit faire place à une autre historicité. Une historicité fondée sur des mécanismes adaptatifs qui, sur le plan métaphysique, sont contingents et rendent caduque l'idée d'un fondement nécessaire et transcendant de la raison. Et il en va de même pour la face historiciste du projet néopragmatiste. La prise de conscience du caractère social de la rationalité implique d'emblée de situer la raison dans le contexte historique qui fut celui de l'émergence du rationalisme comme phénomène culturel concret. Alors, comme on l'a vu, la pensée métaphysique de Hegel prenait en compte cet ancrage naturel et historique des normes de la raison. Hegel fait de la nature, de la nature et des multiples médiations sociales et historiques autant de strates avancées de la réalisation intramondaine de la raison spéculative. Or, force est de constater que sur ce point, le néopragmatisme n'est pas un néo-hégélianisme achevé. Le projet de poursuivre l'hégélianisme par d'autres moyens naturalistes et historicistes n'a pas été achevé. Alors, est-ce qu'il me reste une minute? Non? Enfin, théoriquement, non. On peut arrêter là, hein, Ça te va? Il me reste 30 secondes à peu près. Ouais. Ouais. Vas-y. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas un néo-hégélisme achevé? Parce que si d'un côté ils se réclament de l'historicisme, il est pourtant évident que leur concept de société n'est pas assez ancré dans l'histoire. Il reste trop formel. Ils conçoivent le social à partir du jeu purement formel et abstrait de l'échange de raison dans la justification. Ça, c'est une objection néo-hégélienne, néo-marxiste et inspirée, en gros, une objection habermasienne. De l'autre, s'ils se réclament également du naturalisme darwinien, il est également évident que leur concept de société n'est pas assez ancré dans la nature et semble se tenir en lévitation vis-à-vis du royaume des causes naturelles. Et ça, c'est l'objection, donc, côté naturalisme, hein, qu'adresse Daniel Dennett à Brandom notamment. Les sociétés humaines ne sont-elles pas elles aussi des produits de l'évolution par sélection naturelle, hein? L'échange de raisons et la justification n'obéissent-elles pas elles aussi à des raisons naturelles, c'est-à-dire à des impératifs adaptatifs qui justifieraient leur apparition? Donc ce n'est qu'en prenant au sérieux ces deux problèmes que les néopragmatistes pourront pleinement se revendiquer d'un néo-hégélianisme postmoderne, c'est-à-dire réhabiliter le projet et les thèses hégéliennes sur un seul neuf, nourri des avancées des sciences humaines et des sciences naturelles du XXe et du XXIe siècle, ce qui était en réalité le projet du penseur le plus éminent du pragmatisme classique, hein, à savoir John Dewey. Je vous remercie. Merci Ferdinand. Oui, Malo. Ouais, merci Ferdinand. Donc, attends, si j'ai bien compris, donc pour les néo-pragmatistes, t'as dit que la rationalité, c'était un produit de l'histoire évolutive. C'est ça. Ils conçoivent la rationalité comme une émergence dans l'histoire évolutive du vivant, c'est ça? Ouais. Et du coup, parce que je crois que tu as dit les deux, est-ce qu'il faut une différence entre l'avènement de la raison et l'avènement du rationalisme? Parce que on pourrait distinguer les deux, c'est-à-dire que pour Hegel, par exemple, la raison, ça se trouve même chez les Grecs, avant l'apparition du rationalisme historique, disons. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence là-dedans ou... Complètement, mais alors ouais, c'est une question. Alors c'est sans doute pas assez clair dans la présentation parce que j'ai dû aller assez vite, mais oui, alors de fait, ils identifient la raison donc aux pratiques communicationnelles concrètes qui étaient pratiquées déjà bien avant l'irruption du rationalisme comme phénomène culturel, mais en même temps,
En fait, ma critique hegelienne, ma critique un peu historiciste là-dessus, critique qui est inspirée d'Habermas, c'est de dire, en même temps, ces pratiques-là sont elles-mêmes le fruit d'une progression culturelle à laquelle le rationalisme a pris part. Parce que l'idée d'un échange de raisons dans lequel chaque participant a une légitimité égale, etc., ça, c'est un produit quand même culturel du rationalisme comme phénomène culturel. Ils échouent à rendre compte de cette origine historique et pour le coup contingente, à la fois historique et naturelle, de l'émergence de leur concept de rationalité. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois le projet d'ancrer cette raison dans les pratiques concrètes, et en même temps, ils vont pas jusqu'au bout de ce projet. Parce que justement, il n'y a pas d'histoire concrète du rationalisme comme on peut en trouver dans les traditions post-nietzschéennes, chez Foucault, post-marxistes avec l'école de Francfort, etc. Et il n'y a pas non plus d'histoire concrète des pratiques rationnelles comme on peut en trouver chez des penseurs darwiniens comme Dennett qui justement essaient d'ancrer ça littéralement dans la sélection naturelle. Donc ils sont à mi-chemin, c'est-à-dire qu'ils déclarent ce projet et en même temps ils ne l'assument pas vraiment jusqu'au bout, quoi. C'est un peu ça la critique. Il y a d'autres questions. Il reste encore 4 minutes. Bah, vous avez levé un minute. Donc, C'est Lucie et puis Alexandre. Qu'est-ce que tu appelles un hégélianisme inversé? Ben, en gros, c'est un peu la thèse c'est un peu ma thèse centrale. En gros, c'est chez Hegel le holisme ontologique de la logique, là, le principe métaphysique central d'une totalité relationnelle. C'est ce qui fonde justement les différents degrés de rationalité de ce qu'il appelle la réelle philosophie, c'est-à-dire son ontologie au sens standard. Donc c'est ce qui fonde sa compréhension de la nature et de l'esprit, au sein de laquelle on retrouve des thèses aujourd'hui très mises enfin appréciées positivement chez beaucoup de gens, à savoir le caractère conceptuel du sensible et, l'ancrage social de la rationalité des capacités cognitives d'un individu. Chez Hegel, c'est donc un principe métaphysique, une raison ontologique et absolue qui fonde ces thèses-là, tandis que les néopragmatistes reprennent les mêmes thèses, mais font ce que faisait Marx en son temps. Il s'agit de renverser l'idée absolue et de la mettre sur ses pieds. Ils font à peu près le même mouvement, c'est-à-dire le holisme devient indexé sur le caractère social et normatif des normes de la rationalité humaine qui sont, elles, socialement instituées. Donc c'est des thèses hegeliennes, un parfum hegelien, mais dans un contexte, ce sont de faux hegeliens, quoi. Il y a un renversement. Ouais, tu vois. Oui, moi j'avais une question par rapport à. Alors moi, ça porte plus sur les néo-pragmatistes. Quel est le rapport à l'irrationnel du coup? Est-ce que c'est parce que bon, pour Hegel, c'est quand même ce qu'il faut surmonter, hein, d'accord. Est-ce que chez eux aussi, ou est-ce qu'ils laissent quand même une place? Et parce que même par rapport à ce que. Alors je connais moins Dennett, mais d'une certaine manière, peut-être que je me trompe, hein, mais d'une certaine manière, tu me diras, ça critique donc d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a des choses qu'on appelle rationalité qui sont en fait des produits de l'évolution. Là aussi, ça nous renvoie à quelque chose finalement d'irrationnel au cœur du rationnel. Ouais, ouais. Parce que l'évolution, on l'a pas choisi, on en est le produit. Donc, quid Complètement. Mais alors, je répondrai en deux phases. Alors, déjà, ils sont en désaccord, hein, Dennett d'un côté et les néopragmatistes là-dessus. Alors, l'irrationnel chez les néopragmatistes, il y a un fond irrationnel de la raison. Parce que justement, vu qu'on est dans un contexte, au fond, enfin, sociologisant et naturalisant, il y a l'idée que la raison n'est plus fondée ontologiquement. Il n'y a plus de fondation ultime. Donc, cet ethnocentrisme et ce faillibilisme, Bandom le partage aussi. Et donc, les normes de la raison sont toujours faillibles, elles sont toujours susceptibles d'évoluer, elles sont toujours critiquables de l'intérieur. Alors chez Bandom, il y a quelque chose de plus rationaliste et de plus hegelien que chez Rorty. Là, pour le coup, il y a une différence entre les deux. Pour des soucis de simplicité, j'ai présenté les deux comme présentant la même philosophie, mais en réalité, Bandom est plus rationaliste parce que pour Bandom, cette idée d'échange critique est quand même une source autonome d'évolution rationnelle au sein de la société humaine. C'est-à-dire que la société humaine est quand même centrée sur des pratiques qui présentent une véritable rationalité
même si cette rationalité, elle est complètement historiquement ancrée, etc. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu habermasien de Ouais. l'origine de la raison est contingente, Ouais. mais une fois qu'elle est là, c'est quand même la vraie raison. Et ouais, bon. Voilà, donc alors ensuite pour Dennett, et justement moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup le lien du néopragmatisme au darwinisme, parce que je pense que c'est vraiment le point, le point aveugle en fait de cette tradition. Ils sont tous, ils souscrivent tous au darwinisme par principe, parce qu'ils veulent pas souscrire au surnaturel, quoi. Donc ils sont obligés de dire qu'il n'y a pas de pont dans la nature, il y a pas de saut dans la nature. Et en même temps, ils n'assument pas vraiment cet héritage darwinien, parce que évidemment, cet héritage darwinien, ça impliquerait quand même de rendre la raison elle-même vraiment contingente. Et en même temps, et là c'est l'autre version de la critique, c'est que chez Dennett et chez beaucoup de darwiniens adaptationnistes, il y a l'idée que même si la raison, comme produit de l'évolution, n'est pas fondée sur un principe transcendant, l'évolution de la rationalité n'est pas elle-même dépourvue de raison. C'est-à-dire que la raison aurait été sélectionnée pour des raisons, justement, adaptatives. C'est-à-dire que si elle est sélectionnée, c'est quand même le principe de la sélection naturelle est une puissance d'optimisation. Donc, il y a une source rationnelle de la rationalité elle-même. Et là, le darwinisme, et ça, c'est ce qui me semble très intéressant chez Dennett, le darwinisme peut faire office de nouveau socle pour réhabiliter quelque chose de très hegelien, à savoir une espèce d'autofondation de la rationalité. C'est-à-dire que la rationalité résulte d'un processus, donc est un résultat, elle a une histoire, mais en même temps, ce processus-là, il est rationnel. Alors, pas d'une rationalité dialectique, d'une rationalité mécaniste et évolutive, une rationalité voilà, vraiment de type darwinien, mais voilà, si on va voir chez des gens comme Elliot Suber, etc., des philosophes vraiment évolutionnistes, alors c'est parfaitement le cas chez Dennett, hein, la rationalité a des raisons finalement. Elle est sélectionnée, et à partir du moment où quelque chose est sélectionné, ça veut dire que, du coup, la sélection est un concept normatif, hein. Si ça a été sélectionné, c'est que c'était mieux que quelque chose d'autre. Donc, c'est qu'il y a des raisons de cette sélection. Donc voilà, c'est une irrationalité, mais quand même qui est partielle. C'est-à-dire que il y a quand même un fond naturel de rationalité dans le darwinisme. Et ça me semble être une voie de sauvetage pour les néopragmatistes qui justement, sont un petit peu frileux vis-à-vis de cette naturalisation de la raison, alors que pourquoi pas finalement. C'est vrai, merci. Merci beaucoup, Fabien. Merci à vous.